Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Mathias Tankwano, avocat, président du Conseil supérieur de la communication. Bonsoir Monsieur Tankwano. Bonsoir. Et merci pour votre disponibilité. Alors vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit public et sciences politiques obtenue à l'Université de Ouagadougou en 2001, d'un diplôme de magistrat obtenu en 2003 à l'École nationale d'administration et de la magistrature, un Master 2 en droit obtenu à l'Université de Perpignan en France en 2007 et d'un certificat d'administrateur des élections obtenu en France. D'abord, le droit pour vous, M. Tankwano, dites-nous, c'était une question de vocation ou est-ce le fait du hasard? Merci. Je peux dire que le droit pour moi c'est vraiment une vocation parce que depuis que j'étais enfant, j'avais toujours en tête 3 professions. D'abord, je voulais être prêtre. Bon, comme vous le constatez, je n'ai pas réussi. Ensuite, avocat et enfin journaliste. Bon, donc, quand j'ai fait mon bac, c'est un bac série G2, où on fait quand même des cours de droit, même si ce n'est que parcellaire. Je préférais donc aller faire le droit que de faire la gestion ou l'économie. Alors donc, vous faites le droit et en 2003, débute votre carrière professionnelle avec en tout cas un poste de juge au tribunal de grande instance de Ouagadougou après votre passage à l'ENAM. De Dori. À Dori. Oui. Voilà, donc, et puis après, vous êtes conseiller juridique à la Commission électorale nationale indépendante de 2006 à 2008, directeur des affaires sociales et de la réinsertion au ministère de la Justice à partir de 2008, substitut général à la Cour d'appel de Ouagadougou à partir de 2013. J'aimerais que l'on s'arrête un instant sur l'état de la justice actuellement au Burkina Faso. Alors c'est une justice, il faut le dire, qui brille par sa lenteur. En tout cas, c'est l'un des griefs, l'un des principaux, en tout cas portés par l'opinion contre notre système judiciaire. Qu'est-ce qui peut expliquer ce manque de diligence dans le traitement des dossiers? Non, je crois que ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas un manque de diligence. D'abord, les acteurs de la justice en ce qui concerne les magistrats, ils ne sont pas suffisamment nombreux au regard du nombre de dossiers pour lesquels ils sont saisis. Ensuite, nous avons des règles de procédure que nous avons héritées du système colonial, le système français, qui ne sont pas tout à fait adaptées à nos réalités sociologiques. Et le juge est tenu par la procédure. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un principe cardinal en droit qui dit que la forme tient le fond en état. Pour dire qu'il y a des procédures à suivre. Pour le commun de mortels, quelqu'un qui vient dire oui, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, il n'y a plus rien à faire. Alors que pour le juge, ce n'est pas le cas. Il y a des règles, il y a des procédures et il y a d'autres. Je vous donne un simple exemple. L'un des contentieux les plus élevés dans les tribunaux, en tout cas dans les provinces, c'est le contentieux foncier. Pour que le procès puisse débuter, il faut toujours un acte d'huissier. Et les huissiers ne sont pas établis au siège de tous les tribunaux de grande instance. Le paysan qui ne connaît pas la procédure, qui n'a pas d'avocat, lorsqu'il a un contentieux foncier, lui, il écrit au tribunal, il retourne, 3-4 mois après, il revient dire « mais mon dossier n'a toujours pas bougé ». Alors que le juge doit être saisi par acte d'huissier. Oui, M. Tankwano, ici, c'est l'explication que l'on sait toujours, les questions de procédure, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité également des acteurs même du système judiciaire qui peut-être ne s'empressent pas toujours dans l'examen des dossiers? Non, comme je l'ai dit, nous pouvons penser que les acteurs ne font pas suffisamment, ne font pas assez. Mais pour avoir été de la maison, je sais comment le juge croule sous le poids des dossiers. Et sincèrement, la majorité de nos magistrats se battent comme ils peuvent pour vraiment travailler dans la dignité et à la hauteur des charges qui leur sont confiées. Mais le travail est très complexe pour eux, parce que même les moyens pour travailler, c'est difficile.
Aujourd'hui, vous allez voir qu'un magistrat ou un juge peut finir même de rédiger une ordonnance, mais il n'y a même pas d'encre pour tirer l'ordonnance. Donc voilà les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Ce n'est pas que je ne comprends pas le besoin des citoyens d'avoir une justice rapide et qui soit... Et je crois qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Vous allez voir aujourd'hui les questions de garde à vue, de procédures, où il y a des privations de liberté. Les magistrats ont fait un effort pour que quelqu'un ne reste plus, surtout quand c'est les dossiers de flagrant délit, ne reste plus en prison 1 mois, 3 mois avant d'être jugé. Il y a vraiment de l'amélioration. C'est vrai, il faut continuer. Il faut continuer pour pouvoir être en phase avec les attentes des populations. Mais je pense qu'au niveau de la justice, les magistrats et les autres acteurs tentent de faire au mieux. Mais il n'est pas rare d'entendre certains justiciables, par exemple, indiquer que ça se fait à la tête du client. Une justice à plusieurs vitesses en fonction de qui on est, mais c'est ça aussi peut-être la réalité dans les tribunaux. Non, je crois que ça c'est le propre de la justice. Vous ne pouvez pas apprécier la justice autrement qu'en fonction des résultats que vous avez obtenus. Celui qui a eu gain de cause ne va pas dire que c'est à la tête du client, mais celui qui a perdu va toujours se justifier par cela. Je crois que véritablement, là n'est pas la principale raison. Je crois que dans nos tribunaux, la majorité, comme je le dis, et là je suis vraiment sincère, la majorité de nos magistrats font leur travail en toute honnêteté et en toute conscience. Mais il y a aussi des brebis galeuses. Oui, comme d'ailleurs... touché aussi par la corruption, les enquêtes l'ont révélé. Oui. Dans toute société, je ne veux pas emprunter l'expression du professeur Bado, mais dans toute société, il y a toujours des ratés. Cela ne veut pas dire qu'on doit se baser sur ça pour généraliser. Et du reste, le rapport dont vous parlez a révélé que c'est une minorité. Donc ce n'est pas la majorité, c'est quelques cas. Mais bien sûr, il faut arriver à combattre ces cas, parce que la justice est essentielle. Chaque citoyen renferme en lui cette violence qu'il pouvait exprimer pour se faire justice et se donner raison. Nous avons dit que nous sommes dans des sociétés civilisées. Au lieu que chacun se rende justice, on extériorise cette possibilité de le faire, on confie ça à des individus, à des citoyens, qui sont les magistrats, qui doivent justement rendre justice pour éviter que les citoyens ne se rendent justice. Donc ce n'est pas normal, effectivement, que nous ayons ce genre de cas dont on parle, et il faut arriver à combattre ces cas-là. Et pour éviter d'ailleurs que ces cas-là ne fassent tache d'huile dans le milieu et dans le corps. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce sont des situations d'autant plus déplorables que dans l'opinion aujourd'hui, les magistrats et les juges, de façon générale, les acteurs du système judiciaire sont vus comme un peu des bourgeois, disons, de l'État, parce que tous les acquis qui ont été concédés à ce corps-là, pour eux, ça ne peut pas aujourd'hui donc être compatible avec ce type de comportement. Là, je suis vraiment entièrement d'accord avec vous. Je crois que le président Kaboré a pris sur lui la responsabilité. Et même si on dit que c'est parti du pacte, sous la tension, les tests étaient adoptés, mais les tests d'application, c'est quand même le président Kaboré qui a pris la responsabilité sur lui de céder ou d'attribuer tous les avantages, tout ce que les magistrats ont demandé. Il a accepté. Et vous savez que les mouvements sociaux qui s'en ont suivi, beaucoup ont justifié ces mouvements sociaux par le fait qu'on avait accordé suffisamment d'avantages aux magistrats. Mais il y a eu une raison à cela. Parce que les magistrats, on a posé la question, qu'est-ce qui peut permettre de garantir l'indépendance de la justice? Le chef de l'État a dit, mais si c'est ça qui peut permettre que les juges soient indépendants, il nous faut aller vers une justice indépendante, parce que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il y a eu l'insurrection. Donc je crois qu'effectivement, c'est aux magistrats aussi de se mettre à la hauteur du sacrifice consenti par le peuple burkinabé pour leur mettre un tant soit peu au-dessus de la mêlée et qu'ils ne soient plus dans les besoins comme avant. Ça, c'est un sacrifice énorme que le peuple a consenti. Mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, les juges sont à la hauteur? Parce que, quoi qu'on dise, c'est un peuple qui a aujourd'hui soif de justice sur un certain nombre de dossiers, de grands dossiers. Est-ce que vous estimez que les juges sont à la hauteur ou est-ce que c'est une incompréhension générale? Parce que quoi qu'on dise, on a une incompréhension aujourd'hui entre les juges et puis l'opinion. Non, je comprends cette attitude. Les résultats ne sont pas encore
à la hauteur du sacrifice consenti. Mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'améliorations que nous constatons dans les tribunaux, que nous constatons au niveau de hautes juridictions, et il faut qu'on l'admette. Maintenant, c'est aux magistrats de travailler à ce que l'opinion les juge favorablement. Sinon, je suis entièrement d'accord que quand vous suivez l'opinion a toujours l'impression que c'est comme si c'est de l'argent qu'on a jeté par la fenêtre en accordant autant d'avantages aux magistrats. Mais je crois qu'il ne suffit pas seulement de leur accorder des avantages. Il y a d'autres éléments, à savoir les lieux même de travail, les matériels pour le travail. Il y a tous ces efforts encore qu'il faut, vers lesquels il faut aller pour leur permettre vraiment d'être à l'aise dans leur travail et maintenant pouvoir les apprécier en fonction de tous ces éléments et tous ces sacrifices. Alors, c'est donc une décision qui a été prise par le président du FASO. Vous avez été conseiller juridique du président du FASO, justement. Parlez-nous de vos rapports avec le président. Qu'est-ce qui vous vaut cette confiance du président Roch Marc Christian Kaboré? Bon, j'allais dire, c'est seulement le chef de l'État qui peut expliquer cela, mais je lui témoigne toute ma gratitude. Ce n'est toujours pas évident d'occuper de hautes responsabilités à ce niveau. Et lorsque un premier responsable du pays vous fait confiance, vous travaillez toujours en âme et conscience à le mériter. Et ce qui est important, c'est ça. Personnellement, je crois que c'est un grand frère que j'ai connu depuis mon bas âge et quand j'étais élève. Et nous avons toujours eu ce rapport de confiance réciproque sans avoir à partager à un moment donné la même ligne politique. Parce que justement, quand je pose la question, parce que vous n'êtes pas connu, en tout cas pour votre activisme politique, mais plutôt dans la société civile. Peut-être maintenant vous êtes dans l'arène politique, on va en parler, mais c'est ce qui rend surprenant justement, en tout cas ce rapport de confiance que vous avez avec le président, un acteur de la société civile et puis un homme politique. Non, les relations humaines ne sont pas tissées seulement sur les bases des liens politiques. Et là, je peux vous confirmer que c'est maintenant, à partir de 2014, avec la création donc, du MPP, que moi, je me suis engagé en politique. Avant ça, je ne faisais pas la politique. J'étais effectivement dans la société civile. D'abord, quand j'étais étudiant, j'étais dans le syndicalisme, ensuite dans la société civile, en tant que défenseur des droits de l'homme. Et maintenant, avec l'avènement du mouvement du peuple pour le progrès, j'avais pris part à ce mouvement-là parce que je crus et je crois que c'était une force politique qui pouvait effectivement à un moment donné répondre aux attentes des populations. Mais comment vous arriviez à concilier? Est-ce que, parce que vous étiez un acteur de la société civile, défenseur des droits de l'homme, proximité avec un homme politique, est-ce que vos camarades ne voyaient pas ça d'un mauvais œil? Bien évidemment. Vous savez, ce qui est exaltant dans ce genre de situation, c'est l'intéressé. Vous savez, vos propres camarades sont prêts à vous vouer aux gémonies, tandis que celui qui n'est pas votre camarade, qui, au contraire, ou lui aussi devait avoir des problèmes, parce qu'on va dire, ah, il ne peut pas avoir autant de rapports avec autant de jeunes qui sont dans le mouvement, mais qui combattent le système, qui sont ceux qui sont ça. Mais quelqu'un qui ne vous a jamais dit, si vous voulez me fréquenter, il faut que vous me rejoigniez dans mon parti politique ou dans ma ligne politique. C'est quelqu'un pour qui vous avez énormément de respect et de considération. Et au contraire, en tant que grand frère qui vous encadre, souvent qui vous disait non, quel qu'en soit l'engagement que vous prenez, il faut toujours être sincère dans votre engagement. C'est ce que j'ai retenu. Et ça, c'est des conseils qui m'ont beaucoup servi et il a toujours joué ce rôle de grand frère qui n'a jamais voulu vous imposer quoi que ce soit, mais qui a toujours voulu vous orienter pour que vous-même vous décidez. Ça a été très, très bien pour moi dans ma vie. Alors, en 2014, vous sautez dans l'arène politique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que diable vous êtes allé chercher dans une telle galère quand on sait que vous étiez à l'époque conseiller spécial du haut représentant de l'Union africaine pour le Sahel. Vous aviez d'autres engagements qui vous valaient déjà beaucoup de lauriers. Alors, pourquoi cet engagement politique? Pourquoi rentrer donc dans une arène réputée pour être, en tout cas, une arène de bêtes féroces? Oui, je crois que c'était quand même difficile. Mais il faut aussi se dire, pour que nous arrivions à l'insurrection, il y a eu énormément de travail qui a été fait et beaucoup de gens pensaient qu'il fallait pousser un certain nombre de camarades à dire stop à la dérive en ce qui concerne la modification de l'article 37. Et si vous avez pu dire aux gens
vous qui êtes toujours dans ce mouvement avec le président Blaise Compaoré, qui tient donc à modifier l'article 37 pour s'éterniser au pouvoir, vous êtes dans la mauvaise voie. Il faut quitter pour que vous puissiez être en phase avec le peuple et que nous nous associons ensemble pour arriver à déterminer l'avenir de notre pays. Lorsque ces gens-là ont fait ce premier pas, vous ne pouvez pas rester en reste. Sinon, je trouve qu'il y aura une inconséquence quelque part. Donc vous faites partie de ceux qui avaient peut-être concouru à travers donc, les conseils et autres à ce que le président et ses camarades quittent le CDP. Je fais partie de ceux qui pensaient qu'il était urgent et nécessaire qu'un certain nombre de camarades au sein du CDP abandonnent ce navire, se joignent au peuple pour qu'on mène un combat commun pour l'intérêt de notre pays. Ça, oui. Et engagement donc dans l'arène politique, ce qui entraîne donc votre démission de la magistrature. Oui, c'est à ce moment j'ai démissionné de la magistrature, je me suis inscrit au barreau, j'ai démissionné donc aussi de la société civile à travers la présidence de la RADDHO et j'ai été aussi commissaire à la CENI, j'ai démissionné aussi de la CENI pour vraiment être libre de mon engagement politique. Qu'est-ce qu'on vous a promis pour que vous abandonniez tout cela? Absolument rien, c'était par conviction. Ok, alors vous êtes conseiller, vous avez été désigné donc conseiller du président Roch-Marc Christian Kaboré, conseiller juridique. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'on était quand même à une période charnière où on avait beaucoup d'éléments pour ce qui concerne donc les volets judiciaires. Alors, je suppose que c'était beaucoup de travail au quotidien avec le président. Énormément de travail et lorsque le chef de l'État m'a sollicité pour être à ses côtés pour cette mission, j'ai naturellement trouvé que c'était une haute charge. Et moi qui avais toujours la possibilité de retourner donc, au Mali à la mission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, où j'étais conseiller spécial du président Buyoya, j'ai beaucoup réfléchi. Mais je me suis dit, bon, si le camarade a pu être porté au niveau de la présidence de la République, il faut qu'un certain nombre de camarades aussi acceptent l'accompagner dans cette charge. Et lorsque j'ai été sollicité, je pense que lorsque le premier responsable du pays vous fait appel, c'est toujours un honneur. Et donc c'est pour ça que j'ai accepté et j'avoue que le travail, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas aussi facile que ça. Parce qu'il y a le côté technique, mais lorsque vous êtes à la présidence, surtout lorsque vous êtes conseiller spécial d'un chef d'État, il y a tout ce qu'il y a autour. Parce que les gens s'interrogent justement sur l'intérêt de ces postes-là. On a vu la nomination de beaucoup de conseillers auprès du président. Dans l'opinion, certains estiment que c'est juste des postes de gratification et que, en réalité, c'est... Non, absolument pas, absolument pas. Et les conseillers ont énormément de travail parce que sur toutes les questions, et tous les dossiers, il faut donner des avis techniques au chef de l'État pour qu'il puisse prendre... C'est lui en dernier ressort qui décide. Mais il a besoin des éclairages techniques. Lui, il ne peut pas être technicien dans toutes les matières. Donc, contrairement à ce qu'on pense, la plupart ou j'allais dire, c'est lui qui détermine les conseillers. Donc, c'est en fonction du travail et des domaines qu'il choisit ses conseillers. Donc, je pense que normalement, il y a du travail et les conseillers courent sous le poids du travail. Souvent, vous n'avez même plus... Vous oubliez que vous avez une vie lorsque vous êtes à ce niveau. Alors, M. Tankwano, venons-en à votre désignation à la tête du Conseil supérieur de la communication. C'était le 20 juillet 2018, une élection qui a suscité beaucoup de commentaires. Premier élément, beaucoup estiment que vous avez été imposé d'en haut. Non, ça, je crois que ce n'est pas le cas. Vous êtes 9 conseillers et c'est les 9 qui se retrouvent pour élire le premier responsable. Et donc, personne ne peut imposer puisque c'est par vote. À ce niveau, je crois qu'il y a toujours des amalgames qui sont faits où il y a des... Ceux qui sont à l'extérieur connaissent plus ce qui se passe à l'intérieur. Donc, lorsque vous êtes à l'intérieur, souvent vous êtes surpris d'apprendre ce qu'on dit à l'extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur. Mais vous n'étiez pas seul candidat, vous aviez un concurrent qui a désisté à la dernière minute. Que s'est-il passé? Certains estiment que ce sont des pressions qui ont poussé votre concurrent à jeter l'éponge. Non, lorsque nous nous sommes retrouvés pour la première fois, naturellement, on a laissé la parole au doyen des conseillers, qui a demandé parmi nous ceux qui ont l'intention de diriger l'institution,
effectivement, il y a eu 2 conseillers qui ont manifesté cet intérêt. Nous avons trouvé qu'au regard du contexte dans lequel nous venons, ce serait bien que nous allions à un consensus. C'est pour ça que l'ensemble des conseillers ont sollicité que nous reportons au lendemain, afin que les 2 se concertent, et même avec l'appui des autres conseillers, pour trouver un consensus, un point commun. Ça veut dire que si vous aviez des prétentions de diriger l'institution, c'est que vous avez une vision. Et peut-être que les 2, en échangeant, peuvent concilier leur vision et avoir une même vision et pouvoir travailler ensemble. C'est ce qui s'est passé. Donc, lorsque nous nous sommes quittés, nous avons eu des concertations entre nous. Et le lendemain, quand nous sommes arrivés, effectivement, j'étais le seul et les autres collègues m'ont fait confiance à l'unanimité. C'est ce qui s'est passé réellement. Alors, dans tous les cas, votre parcours et votre proximité avec le président du FASO et celui de l'Assemblée nationale qui vous a désigné comme conseiller au CSC suscitent de la méfiance. On a vu des sorties de l'opposition. À susciter? Oui. Mais ça ne suscite plus, je crois. Je pense que c'est l'opposition qui peut répondre à cette question. Mais toujours est-il que, en tout cas dans des sorties publiques, l'opposition a estimé que vous aviez été placé là, voilà, avec un objectif précis, de trancher peut-être les choses dans une direction donnée. Comment être impartial quand on a été conseiller du président? Non, je crois que l'opposition est dans son rôle. C'est normal que l'opposition tire sur tout ce qui pense qu'il peut faire mal au régime en place. Mais c'est souvent mal, c'est de coups mal partis. Le CC est encadré constitutionnellement. Ensuite, le législateur a déterminé le domaine d'action du CC. Le Conseil supérieur de la communication étant le régulateur, a pour rôle de promouvoir d'abord en premier lieu la liberté d'expression. Je crois quand même qu'avec tout ce que vous avez dit, ce n'est pas moi qui peux être un frein à cette liberté d'expression puisque ça a été ma bataille de tout le temps. Deuxièmement, la promotion aussi de la presse privée. Enfin, concilier aussi, et d'ailleurs les 2 premiers concours donc à l'ancrage démocratique, et maintenant aussi arriver à faire concilier ces 2 principes avec aussi la garantie des citoyens que leurs droits fondamentaux, en ce qui concerne les droits de la personne, ne seront pas mis à rude épreuve à travers l'exercice de cette liberté d'expression. Mais il y a la régulation aussi en période électorale. Oui, en période électorale, ça c'est l'accès aux médias d'État. Et ça, nous avons une très grande expérience en matière électorale. Nous pensons que nous pouvons rassurer les uns et les autres sur cette question. C'est d'abord un travail collégial. Ce sont les 9 conseillers qui travaillent, ce n'est pas le président. Le président, c'est vraiment les tâches administratives. Donc, en période électorale, nous mettons toujours des commissions et nous serons appelés à inviter d'ailleurs les partis de l'opposition à participer aussi dans le travail que nous ferons pour que tout le monde soit associé. Nous avons dit que l'institution doit jouer son rôle démocratique, pour l'ancrage démocratique. L'institution ne peut pas être en dehors de ça. De toute façon, c'est une dynamique qui est engagée et enclenchée depuis l'insurrection. Personne ne peut aujourd'hui s'opposer à cette dynamique. Mais est-ce que vous n'êtes pas peut-être, vous ne serez pas tenté par exemple de renvoyer l'ascenseur? Non, je crois que c'est là tout l'intérêt. Ceux qui m'ont désigné, je crois aussi qu'ils désignent en fonction aussi des personnalités des uns et des autres. Je crois que s'ils n'avaient pas cette conviction que je pouvais me mettre au-dessus de ça et pour accomplir cette mission pour laquelle on m'a désigné, ils n'allaient pas le faire. Et les collègues qui m'ont élu en leur sein comme président, si eux aussi n'avaient pas cette conviction, je pense qu'ils n'allaient pas m'élire. Et donc je crois fermement, avec l'aide de mes collègues, que nous pourrons tenir la barque. Alors, deuxième grief, vous n'êtes pas journaliste, ni du monde de la communication, ce que dénoncent les organisations professionnelles comme l'AJB, l'Association des journalistes du Burkina. Oui, nous avons suivi ça. Je trouve que c'est pas... Moi, je dis que c'est normal. C'est normal qu'il y ait autant de griefs. C'est normal, particulièrement pour les organisations professionnelles de la presse. C'est normal qu'ils aient évoqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut ouvrir les discussions ensemble pour voir. Pour le moment, l'état du texte ne dit pas qu'il faut un journaliste. Le CC est une institution républicaine.
Et une institution républicaine, d'ailleurs, ça a l'air contraire. Si le texte disait que pour occuper une telle fonction, il fallait forcément que... Est-ce que ça n'allait pas être antidémocratique? Mais toujours est-il que ce qui est important, c'est que tous ceux qui ont manifesté ou qui ont eu à avoir des reprobations, c'est qu'ils ont un intérêt particulier pour le Conseil supérieur de la communication. C'est bien de discuter avec toutes ces personnes pour que nous voyions ensemble comment on peut améliorer les textes. Ce qui est important toujours, nous sommes tous des Burkinabés. Il ne faut jamais croire que les gens critiquent parce qu'ils veulent critiquer. Pour moi, toute critique est constructive. Il faut qu'on ouvre les débats, qu'ensemble nous échangeons. Et le Synatic comme l'AJB sont des structures connues dans le milieu de la presse, en tout cas pour leur combat qu'ils ont toujours mené. Pour moi, je trouve que c'est même le minimum que je puisse m'asseoir avec l'ensemble des conseillers, avec ces structures-là, qui sont des structures authentiques de la presse, pour échanger avec eux, pour voir, voilà, quels sont les griefs que vous avez par rapport aux différents textes, parce que ce n'est pas les personnes qui comptent. Peut-être les rebuts, c'est peut-être le fait qu'ils estiment qu'aujourd'hui, votre parcours ne vous permet pas véritablement de pouvoir juger la chose journalistique, médiatique, avec bien sûr toute la connaissance de la science même de l'information. C'est là où l'erreur qu'il ne faut pas commettre. Et c'est là où même l'intérêt d'avoir eu quelqu'un qui n'est pas du corps. Parce que d'abord, la régulation, c'est aussi une question juridique. Ensuite, ce n'est pas un individu, c'est un collège. Il faut effectivement que nous ayons ça en tête, que nous replaçons ça. Il ne faut pas qu'on pense que c'est le président du Conseil supérieur de la communication qui décide. Non, c'est l'ensemble des conseillers qui doivent décider. Et c'est eux. La preuve, c'est que nous sommes déjà en train d'auditionner des journaux ou des journalistes qui ont eu des écarts avec la déontologie, mais ce n'est pas le président du CC qui dirige cette commission. C'est bien des professionnels qui dirigent la commission. Donc, pour moi, c'est l'ensemble, le travail collectif que nous devions avoir à mener. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous puissions nous asseoir avec les professionnels des médias pour discuter même des textes qui régissent le CEC. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, plus que l'individu qui est porté à la tête. On va y venir, mais vous héritez aussi d'une institution en lambeaux, minée par une longue crise qui a bloqué son fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce que la sérénité est de retour? Je peux dire qu'aujourd'hui, je suis satisfait de là où nous sommes déjà arrivés en 3 mois. Vous savez, effectivement, vous êtes au courant, lorsque nous sommes arrivés, les agents étaient divisés en 2. Les gens ne se saluaient même plus. La semaine passée, à l'occasion donc des festivités organisées par le centre de presse, Norbert Zongo, vous avez vu l'équipe du CC qui a joué. Et dans cette équipe, c'est des gens qui ne se saluaient pas. Aujourd'hui, qui peuvent aller faire des entraînements et aller jouer un match de football ensemble. Ça veut dire déjà qu'il y a quand même la sérénité qui est revenue dans la maison. Et nous avons tenu un langage aussi de vérité aux agents. Nous pensons qu'aujourd'hui, personne ne doit être aligné derrière des individus. Nous devons avoir la loyauté à l'égard de l'institution. C'est ce pourquoi nous sommes au CC. Qu'on soit agent, qu'on soit conseiller, ce qui est intéressant, c'est la loyauté à l'égard de l'institution, non à l'égard des individus. Et je crois que les agents ont compris. Et par la suite, avec l'adoption de l'organigramme du CEC en Conseil des ministres, nous pouvons maintenant mettre véritablement une nouvelle administration en place qui va permettre un redécollage total de l'institution. Et aujourd'hui... Est-ce que vous allez nettoyer tout le monde pour repartir carrément avec une nouvelle équipe? Non, nous n'allons pas parler de nettoyage, mais nous allons effectivement pourvoir à des postes où il y avait des difficultés. Lorsque vous avez un poste où il y a 3 personnes, 4 personnes, 2 personnes, il est intéressant que vous puissiez trancher en nommant un seul individu conformément au texte en vigueur. OK. Alors, vous avez évoqué tantôt la nécessité de la réforme de l'institution. Cette réforme-là, c'est dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez réformer au sein de cette structure aujourd'hui? Il y a le plan stratégique donc, du CC 2017-2021. Et ce qui est important aujourd'hui, comme vous aviez même souligné pour nous, la première des choses, c'est comment d'abord replacer le CC au sein des institutions républicaines pour que le CC occupe la place qui lui revient de droit. Deuxièmement, c'est comment concilier cette liberté la promotion de la liberté d'expression avec les droits des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, même pour la presse,
il faut un régulateur fort qui puisse empêcher toutes les dérives que nous constatons, notamment avec le développement du numérique, où, effectivement, les journalistes, constamment, sont bousculés par des gens, effectivement, qui sont au jour le jour en train de faire leur travail et qui ne sont pas formés pour ça. Et nous disons qu'il faut que nous arrivions à accompagner la presse, parce que ça relève aussi de nos prérogatives. Comment accompagner la presse pour qu'elle soit à la hauteur des attentes? Parce que c'est un acteur clé de notre processus démocratique. Pour nous, c'est un axe essentiel dans notre mandat. Est-ce qu'il faut élargir les compétences du CSC justement à ce domaine du numérique-là? Je ne parle pas des organes de presse en ligne qui sont des organes officiels, mais quand je parle des organes, c'est les réseaux sociaux et tout ça. Oui, nous venons de rentrer des REFRAM, la rencontre des régulateurs francophones qui s'est tenue à Tunis. C'était sur ça d'ailleurs, réseaux sociaux et régulation, où tous les pays, il y a beaucoup de pays qui sont déjà en avance, mais nous aussi, depuis la loi sur Internet, il y a une bonne partie, les citoyens ne sont pas au courant, mais il y a une bonne partie déjà qui fait l'objet de régulation. Dans la nouvelle loi, lorsqu'un citoyen a une page Facebook et qu'il est suivi par déjà 5000 personnes, il est traité comme un média. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit d'écrire n'importe quoi sur votre page. Croire que vous êtes libre. Au fait, c'est ça qui fait que beaucoup de cyberactivistes ne comprennent pas qu'ils engagent leurs responsabilités dans l'information, dans ce qu'ils écrivent sur leur page ou dans ce qu'ils partagent. Parce que même quand vous partagez une information qui n'est pas la vôtre, ça veut dire que vous la prenez à votre compte. Donc après, vous ne pouvez plus vous prendre. C'est la même chose que les administrateurs de différents groupes. Lorsque vous avez des groupes où il y a 10 000, 30 000, 40 000 personnes, les administrateurs sont tenus responsables du contenu de ce qui est dit dans ces groupes-là. Et là aussi, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Contrairement à ce que les gens pensent, quand on régule, ce n'est pas qu'on veut opprimer les gens, ce n'est pas qu'on veut jouer aux gendarmes. C'est aujourd'hui, vous êtes content si vous écrivez sur quelqu'un. Mais demain, mettez-vous à la place de la personne si on écrit sur vous du n'importe quoi. Est-ce que la réforme va concerner aussi les statuts, notamment la composition de ce collège-là? Parce que les associations de professionnels justement des médias estiment que le fait que le président désigne 3 conseillers, le président de l'Assemblée nationale 2, c'est déjà la majorité sur les 9. Est-ce que la réforme va toucher également cet aspect? Il faut ouvrir les débats. Ça, c'est la position des associations professionnelles. D'autres peuvent avoir d'autres approches. Et l'essentiel, c'est que de discuter ensemble. Et si vous discutez ensemble, de toute façon, c'est le législateur qui décide en dernier ressort. Nous ne pourrons que faire des plaidoyers. Et moi, quel qu'en soit ce qui est retenu, pourvu que le CSC serve à construire notre démocratie. C'est ça qui est important. Alors, venons-en à l'actualité. La semaine dernière, le 20, en l'occurrence le 20 octobre, on a célébré la journée de la liberté de la presse au Burkina Faso. Au cœur donc de cette commémoration, la nécessaire conciliation entre liberté d'expression, mais également traitement, disons, de l'information liée au terrorisme, pour ne pas également mettre en péril la nation. On a vu cette passe d'armes parce que le ministre a rencontré la presse privée, le ministre de la Communication, en indiquant donc la nécessité de préserver l'essentiel, ce qui a été mal vu par certains acteurs des médias qui estiment que le ministre veut remettre en cause la liberté de presse. Je crois que ça, c'est peut-être une incompréhension. C'est peut-être une incompréhension. Personne ne peut remettre la liberté de la presse. Nous suivons d'ailleurs cette actualité grâce à la presse. Donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre en place. Il faut, même dans le contexte sécuritaire, permettre à la presse d'avoir accès à un certain nombre d'informations. Des informations qui ne sont pas à caractère stratégique, c'est important. Il ne faut pas que les réseaux sociaux soient les premiers à donner, balancer tout et n'importe quoi, alors que la presse professionnelle, si elle avait l'information, elle pouvait traiter ça de façon professionnelle, comme on le dit. Maintenant, il faut aussi se dire une chose. Nous sommes dans un contexte particulier. Je crois que quand des forces de défense et de sécurité tombent, personne ne peut être fier de voir l'image de son frère ou de son père ou de traîner comme ce que les gens font sur les réseaux sociaux. Donc je crois que c'est peut-être dans ce sens que le ministre a voulu attirer l'attention des journalistes, mais pas remettre en cause du tout
d'autant plus que lui-même il est journaliste. Et c'est un journaliste engagé qu'on a connu ici. Je crois que le ministre de la Communication ne peut ou ne veut en aucun cas remettre en cause cette liberté d'expression. C'est peut-être une incompréhension et je crois que c'est pour ça que c'est toujours bien de dialoguer. Il faut toujours échanger pour comprendre. Dans le contexte mais vous déjà, en tant que président du Conseil supérieur de la communication, d'une manière générale, quand vous suivez le traitement de cette information liée donc au terrorisme au Burkina Faso, quels sont les enseignements? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'on franchit le Rubicon? Oui, énormément. Énormément, pas la presse, forcément la presse professionnelle, mais dans les réseaux sociaux, c'est extrêmement grave ce qui se passe. Il faut que chacun comprenne qu'on est avant tout des Burkinabés. Aucun pays ne peut faire face à un ennemi extérieur et des gens se réjouissent de ça. Quand vous voyez certains écrits sur les réseaux sociaux, vous vous demandez si ces gens-là sont tombés du ciel ou qu'est-ce qu'ils pensent. Parce que avant tout, c'est parce que le Burkina existe que les gens peuvent se la jouer sur les réseaux sociaux ou se mettre à... Ce n'est pas, même si quels qu'en soient les griefs que vous avez contre le régime en place, mais le pays, lorsque le pays fait face à un ennemi extérieur, dans tous les pays du monde, vous vous unissez pour combattre d'abord l'ennemi extérieur. Il n'y a qu'au Burkina que vous voyez ces dérives. On a connu des pays où vous avez connu le Vietnam, l'Afghanistan, à un moment donné, qui ont fait front à l'intérieur pour combattre d'abord les puissances coloniales qui étaient là, avant de régler leurs comptes à l'interne. Mais nous, beaucoup de gens pensent que, parce qu'ils ont des problèmes avec le régime en place, parce qu'ils ne veulent pas de ce pouvoir, non, il faut... Est-ce que ce n'est pas aussi peut-être parce que le pouvoir indexe certains de l'opposition? Non, je crois que ce n'est pas parce que le pouvoir indexe. Quand le pouvoir dit que les terroristes, aujourd'hui, c'est une tentative de déstabilisation, c'est en fonction des éléments d'abord qu'ils ont, et ensuite le mode opératoire qui se passe. Maintenant, c'est la même chose. Il ne faut pas que des éléments aussi du pouvoir soient là tous les jours à indexer des partis politiques. Il faut que nous comprenions que nous avons en ce moment plus besoin d'unité nationale. Qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, nous devons tous nous unir derrière le chef suprême. Je dis bien le chef suprême des armées. Ce n'est pas parce qu'il est président du Faso, mais parce qu'il est chef suprême des armées. Si vous dites que vous soutenez les forces de défense et de sécurité, c'est que vous devez soutenir d'abord le chef suprême des armées qui détermine l'orientation, qui est là pour donner autant les moyens à ces FDS pour qu'ils puissent défendre notre territoire. Ça, c'est très important. Donc, il faut combattre les dérives de tous les côtés. Ceux qui sont là au jour le jour pour indexer ceci, cela, non, l'heure n'est pas à cela. L'heure est à l'unité autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est la défense du territoire national. Aujourd'hui, en tout cas, l'insécurité est devenue le premier problème, disons, du Burkina. Avec cette rentrée, on a vu des menaces dans plusieurs régions où des enseignants sont tentés d'abandonner leur poste, en tout cas parce qu'ils le craignent pour leur vie. Alors aujourd'hui, quelle solution? On a vu que la France intervient désormais aux côtés des forces armées burkinabées, ce que notre pays a de tout temps refusé. Est-ce que c'est le choix du pragmatisme ou est-ce que c'est un recul? Non, quand on dit que notre pays a de tout temps refusé cela, à quand remontent les attaques de notre pays? On n'avait jamais été confronté à cette situation. C'est une situation particulière. Et ce n'est pas parce que c'est la France, c'est parce que c'est un pays ami. Je crois qu'au-delà de toutes les considérations que nous pouvons avoir, ceux qui pensent que nous ne sommes pas véritablement indépendants parce qu'on permet à une puissance ancienne coloniale, une puissance coloniale, venir nous aider à faire front par rapport à cette lutte qui est une lutte mondiale, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, le Burkina est présent dans combien de théâtres d'opération hors du territoire burkinabé? Donc ça veut dire que là, il faut qu'on quitte dans certaines, j'allais dire, paradigmes qui n'ont pas lieu. Ou croire que c'est parce qu'un pays ami vous apporte son concours pour faire face à un problème ponctuel que ça veut dire que nous remettons en cause notre indépendance. Ce n'est pas vrai. Je crois que tout ça, ça fait partie justement des débats pour lesquels nous devons savoir raison garder. Pour dire, oui, aujourd'hui, nous faisons face à un ennemi commun. Cet ennemi, tous nos amis qui peuvent nous aider à le combattre, faisons appel à ces amis, c'est tout.
Alors, autre point de l'actualité, le Burkina s'apprête donc à commémorer le 4e anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Une commémoration cette année en rang dispersé, parce que le 31, le MBDHP appelle à une marche parce qu'il estime que les idéaux de l'insurrection ont été trahis. Bon, c'est une vision. D'ailleurs, d'abord, ayons une pensée pieuse pour tous nos martyrs de l'insurrection. Nous avons été tous des acteurs de l'insurrection. Que le MBDHP ait cette vision, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir toujours unanimité dans l'appréciation. L'essentiel, les idéaux dont parle donc cette catégorie d'associations et de syndicats, ceux qui sont là aussi pensent justement qu'ils sont toujours dans cette logique. Vous savez que notre pays aujourd'hui est polarisé sur même la question donc, de l'insurrection, et avec l'ouverture démocratique, le fait que ceux qu'on a chassés à travers l'insurrection sont revenus et ils remettent en cause même le bien fondé de l'insurrection. Donc pour moi, ce n'est pas la guerre des chapelles qui est importante. C'est qu'est-ce que nous devons faire pour permettre à ce que cette insurrection populaire demeure le socle de l'avancée démocratique dans notre pays. Et tous ceux qui peuvent contribuer à leur manière, d'une manière ou d'une autre, pour cela, il n'y a aucun souci. Moi, je pense que, de son côté, le MBDHP et toutes les organisations qui lui sont affiliées vont manifester, vont magnifier l'insurrection à leur manière. Et de l'autre côté, les mouvements qui ont pris part réellement à l'insurrection à un moment donné, parce que aussi c'est ça, l'histoire du pays, il faut le dire, pour cette catégorie d'associations, l'insurrection n'a pas abouti. Parce que pour eux, il fallait que l'insurrection aboutisse à une révolution. Et pour eux, de leur côté, l'insurrection a permis à ce que il y ait une renaissance démocratique à travers des élections qui ont permis une nouvelle gouvernance. Donc, c'est en réalité lié à l'approche idéologique qu'a certaines organisations qui ont décidé d'aller de leur côté. Mais l'essentiel, ayons à l'esprit ce pourquoi il y a eu l'insurrection populaire. Mais au-delà des idéologies, il y a une vérité qui est là. 4 ans après, sur le volet judiciaire, on n'a pas beaucoup avancé. On a l'impression que c'est à chaque anniversaire qu'il y a des conférences de presse pour faire le point un peu de l'instruction. Est-ce que ça, ce n'est pas un problème? Parce que ce qui dénonce, c'est ça. C'est comme s'il y avait un manque de volonté de rendre justice. C'est ce que j'ai dit. Tout à l'heure, lorsque nous parlions de lenteur judiciaire, j'ai expliqué. Vous ne pouvez pas vouloir, en pareille circonstance, en 4 ans, où c'est des questions complexes, où il y a eu des crimes, il y a eu des morts d'hommes, à travers des tirs par-ci, par-là, où aujourd'hui, vous avez autant de dossiers en justice, où vous avez un personnel qui n'est pas en nombre suffisant pour s'occuper. C'est normal donc qu'on aboutisse à cette situation. Mais tout le monde est conscient qu'il faut rendre justice à ces martyrs-là, parce que c'est des gens qui sont tombés parce qu'ils défendaient des principes. Forcément, nous avons besoin de connaître qui a fait quoi dans cette situation. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de faire de cela une priorité au niveau de l'appareil judiciaire? Mais lorsque vous dites que c'est une priorité, personne ne conteste que ça doit être une priorité. Mais lorsque quelqu'un a besoin d'un casier judiciaire ou un certificat de nationalité, il ne peut que se référer aussi à ce même tribunal. C'est ça, au fait, le problème. Et comme j'ai dit, c'est des crimes complexes. Il faut arriver à faire des enquêtes. À l'issue des enquêtes, il faut faire des analyses balistiques. Il faut arriver à écouter les témoins, à entendre les uns et les autres. Donc, ça prend du temps. Je crois qu'au niveau de la justice aussi, ils font les efforts qu'ils font, mais il faut toujours effectivement rappeler aux uns et aux autres que les victimes de l'insurrection méritent justice d'abord avant toute chose. On est tous conscients de ça. Il y a même la question de la prise en charge des blessés, parce qu'il y a des blessés qui jusqu'à présent attendent toujours d'être pris en charge. Il y a aussi la question de la prise en charge des familles des martyrs. Ça, ce sont des questions, ce n'est pas normal. On doit arriver à faire que, au moins pour les blessés, que tous les blessés puissent connaître des prises en charge adéquates.
Et ça, je crois que quand même le ministère de la Santé, il y a eu des instructions qui ont été données par le chef de l'État depuis 2 ans. Et je pense qu'il y a eu une accélération. S'il y a des cas qui existent toujours, c'est mieux de les signaler. Ça, ce n'est pas normal. C'est la même chose pour la prise en charge des orphelins, des victimes de l'insurrection. Ce n'est pas normal que nous continuions à avoir, parce que ce sont des gens qui ont donné leur vie pour cette insurrection. L'État, et d'ailleurs, il y a eu la loi qui a été adoptée sur les pupilles de la nation. Il faut accélérer les prises en charge, il faut accélérer les soins et il faut aussi accélérer les procédures judiciaires. Ça, c'est le minimum. Alors, dans ce contexte, on a des voix qui s'élèvent pour demander le retour du président Blaise Compaoré. Rien que ce vendredi, il y a donc un mouvement pour le retour de Blaise Compaoré qui a levé la voix. Avant ce mouvement, on a vu une publication de Maître Kéré qui a également demandé à ce que les 2 présidents se parlent au nom de la réconciliation. Moi, personnellement, quand j'écoute tous ceux qui parlent du retour de Blaise Compaoré, je me pose une seule question. Qui a demandé à Blaise Compaoré de partir? Je crois qu'il est parti de lui-même. S'il veut revenir, je ne crois pas que quelqu'un l'empêche de revenir. Bien au contraire, il serait intéressant que Blaise Compaoré puisse faire face à son histoire. Et son histoire, c'est l'histoire aussi du Burkina Faso. Il a dirigé le Burkina pendant 27 ans. Je crois qu'aujourd'hui, ceux qui parlent du retour de Blaise Compaoré, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils veulent entendre par là? Est-ce que quelqu'un a chassé Blaise Compaoré du Burkina? Il ne faut pas aussi distraire les Burkinabés par rapport aux différents défis que nous avons. Le Burkina est indivisible. Les Burkinabés, c'est l'un des peuples qui ne sont pas du tout rancuniers. Ce n'est pas un peuple rancunier. C'est un peuple qui vit au jour le jour. C'est un peuple qui se lève le matin, les Burkinabés, ce qui les préoccupe, comment nourrir, subvenir aux besoins de leur famille. Donc je crois qu'aujourd'hui, si le président, l'ex-président Blaise Compaoré veut revenir dans son pays, s'il a à répondre des questions de justice, il va répondre. Et la suite, tout le monde va apprécier. Mais crier sur tous les toits qu'il faut le retour de Blaise Compaoré, comme s'il y a des gens qui faisaient obstacle au retour de Blaise Compaoré, c'est là où la question se pose. S'ils connaissent les gens qui font obstacle au retour de Blaise Compaoré, qu'ils le disent pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'aujourd'hui, moi, je n'arrive pas à comprendre cette question. C'est peut-être justement cette épée de Damoclès de la justice. Mais on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Pendant que nous demandons la justice pour nos martyrs, on dit qu'il y a des gens qui doivent revenir, mais qui ne doivent pas répondre devant la justice. Je ne sais pas pourquoi. Alors, cette semaine également, l'actualité est marquée par la publication de livre de Yacouba Isaac Zida, l'ancien président « Je sais qui je suis », un livre dans lequel, en tout cas, l'ancien président fait un grand déballage et revient un peu sur beaucoup d'épisodes de l'histoire récente du Burkina. Il estime par exemple que le président Roch Marc Christian Kaboré n'est pas aujourd'hui à la hauteur des attentes des Burkinabés. D'abord, cette publication, ce grand déballage-là, est-ce que vous l'avez vu? Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire comme analyse? Oui, naturellement, j'ai lu le bouquin. Je crois que ce n'est pas venu au hasard. C'est une stratégie de communication. Si vous avez vu la semaine passée, il y a le professeur Augustin Loada et M. Ouedraogo qui dirige la fondation Isaac Zida, qui ont manifesté, qui ont organisé un certain nombre de conférences, donc probablement qui préparaient cette campagne de communication. Je pense que Isaac Zida est libre. Ça, c'est ce qui est d'abord important. Mais si c'est l'histoire du pays, personne ne peut falsifier l'histoire du Burkina à son profit. D'autant plus que, en ce qui concerne l'insurrection populaire du Burkina Faso, nous sommes tous des acteurs. Les acteurs sont vivants. Dans aucun pays au monde, vous ne pouvez dire qu'à l'issue d'une insurrection populaire, où on appelle l'armée, qui était la seule entité encore unie qui pouvait éviter les dérives dans ce pays, l'armée a prendre ses responsabilités, que devant des généraux, des colonels, que les gens aient choisi un lieutenant-colonel. Vous pouvez dire ça à des gens qui ne sont pas cultivés ou qui ne connaissent pas. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire donc qu'aujourd'hui, c'est intéressant qu'ils finissent par parler pour permettre aux autres de réagir. Vous avez vu déjà des réactions qui sont tombées, d'autres tomberont. Parce que ce qui est dit dans le livre, pour ceux qui l'ont parcouru, il y a énormément de contre-vérités. Mais que ces contre-vérités soient dites
par quelqu'un qui a occupé de hautes fonctions, ça c'est un peu dramatique. Parce que si les gens n'étaient pas vivants, oui, vous pouvez traverser l'histoire. Mais dès que les acteurs sont toujours vivants, vous ne pouvez pas raconter autant de contre-vérités. Vous estimez que l'histoire a été travestie? Oui, énormément, sur beaucoup de points. Si vous lisez le livre, vous allez voir. De toute façon, ça m'a fait sourire à un point où pendant longtemps, on a dit que la transition a travaillé à transmettre le pouvoir au MPP. Et dans son livre, il dit qu'il a financé des partis pour combattre le MPP. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de révélations intéressantes. J'invite chacun à lire et surtout à analyser. Parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui sont faites sur les propos tenus. Mais c'est intéressant que l'intéressé lui-même se décide à faire face aussi à son destin. C'est toujours ça qui est important. Vous savez que lorsqu'on est officier supérieur et qu'on déserte en temps de paix, c'est une infraction pénale. Mais donc c'est important que quand on décide de trouver que celui qui dirige aujourd'hui le chef de l'État n'est pas à la hauteur et que lui, il le dit clairement dans le livre, en peu de temps, lui qui est sorti du néant, il a fait beaucoup que ceux qui sont là ne peuvent pas faire. Mais qui viennent assumer ses responsabilités et se présenter devant le peuple pour laisser le peuple apprécier. C'est une bonne chose. Il est burkinabé comme tout le monde, c'est son droit. Alors, le Burkina Faso élu au Conseil des droits de l'homme pour un mandat de 3 ans. Je pose la question à vous qui êtes donc un ancien président de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un motif de fierté? Est-ce qu'il faut dormir sur ses lauriers concernant donc les droits de l'homme? Non, c'est un motif de fierté, mais en même temps, c'est une interpellation. Pour que vous soyez élu, ça veut dire qu'il y a des critères de convergence en matière de respect des droits de l'homme que vous avez respectés, mais que vous devez maintenir, notamment en ce qui concerne la Commission nationale des droits de l'homme, qu'il faut conformer aux principes de Paris. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le Burkina peut être fier d'avoir été élu avec autant de voix. C'est-à-dire qu'autant de pays apprécient positivement les progrès du Burkina Faso en matière de démocratie et de respect des droits de l'homme. Mais ça veut dire que c'est une pression supplémentaire aussi sur le pays pour ne plus régresser. Et c'est ça qui est important. C'est qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir et mériter ce rang que nous avons occupé, maintenir et mériter cette confiance de plus de 180 pays. Donc ça, c'est le défi à relever pour le Burkina Faso. Alors, dernier point pour ce qui concerne l'actualité nationale, la crise à la CENI. Je pose la question à vous, M. Tankwano, qui avez été donc conseiller juridique au niveau donc, de la CENI. Vous avez également été commissaire jusqu'en 2014. Avec cette guéguerre à l'intérieur de la CENI, aujourd'hui qui inquiète plus d'un concernant donc les prochaines échéances. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui avez été à l'intérieur du système? Non, il faut avoir le courage de reposer et de repenser cette forme de CENI. Parce que quand on parle d'une commission électorale nationale indépendante, mais où vous avez des représentants des partis politiques, ça n'a plus de sens. Et la crise que nous connaissons est un aboutissement logique. Pendant longtemps, c'est parce que nous avions un supra-parti, presque un parti-État, qui réglait sous coupe toutes ces questions que nous ne savions pas ou que nous ne voulions pas admettre que le fonctionnement de cette CENI posait problème. Parce que quand des commissaires sont désignés par des partis politiques, à la CENI, ils ne peuvent que défendre les intérêts des partis politiques. C'est différent de quand les gens sont désignés par des institutions. Les institutions républicaines, c'est différent des partis politiques. Le parti politique, c'est d'abord l'intérêt partisan. Et nous avons connu pendant longtemps les structures de la CENI où vous n'allez jamais voir un commissaire qui est revenu 2 fois. Parce que les partis trouvaient qu'ils ne rendaient pas suffisamment compte ou qu'ils ne reversaient même pas leurs revenus de la CENI à leur parti. Mais la forme actuelle est l'aboutissement quand même d'un consensus pour sortir à l'époque d'une grande crise. Comme vous l'avez dit, c'était pour un cas spécifique. Nous voulions sortir lorsque nous avons créé la Commission nationale d'organisation des élections, qui était entièrement noyautée par l'administration. Donc, dans les débats et à l'issue du Collège des sages, suite à l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, on avait proposé qu'il ait une commission indépendante. Cette formule avait été retenue, mais c'est une formule qui, à la pratique, a montré ses limites. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les 15 commissaires comprennent qu'ils doivent trouver un point d'ancrage
qu'il y ait une unité intérieure, que ce n'est pas l'extérieur qui va venir faire le travail. C'est à l'intérieur qu'ils doivent s'entendre pour comprendre que c'est des missions. Et d'ailleurs, ils ont prêté serment. Qu'ils se souviennent toujours que quand on est assermenté, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est vrai qu'il y a la pression de leur parti politique, mais c'est aussi vrai qu'aujourd'hui, c'est leur responsabilité individuelle qui est engagée. Donc, il faut que, moi, je pense, dans le dialogue, qu'ils peuvent s'asseoir ensemble, trouver les voies et moyens et préparer les échéances à venir dans la sérénité. Actualité hors de chez nous, toujours marquée par l'affaire Khashoggi, du nom de ce journaliste saoudien exilé aux États-Unis, qui a trouvé la mort dans un consulat en Turquie, à Istanbul en l'occurrence. Cette semaine, on a vu donc cette sortie de certains pays africains, notamment de l'Afrique de l'Est, qui soutiennent Riyad et en tout cas, une sortie qui est décriée. Oui, naturellement, c'est une sortie incongrue. D'ailleurs, l'Arabie saoudite, c'est à son honneur, a reconnu qu'il s'agissait bel et bien d'un crime et qu'ils allaient rechercher les auteurs pour les sanctionner. C'est ça qui est la vérité. Donc, que des pays soient plus royalistes que le roi, c'est ça qui est étonnant. Personne ne peut tolérer ce qui est arrivé. À l'heure actuelle, au XXIe siècle, c'est inadmissible que quelqu'un encore soit traité de la sorte à cause de sa liberté d'expression. Il faut toujours promouvoir la liberté d'expression. C'est un droit essentiel pour un homme. Au Cameroun, Paul Biya qui rempile pour un 7e mandat. Alors, vous étiez observateur pour le compte de l'Union africaine, donc pour ces élections-là. Alors, une élection saluée par beaucoup de capitales occidentales, en tout cas qui ont félicité le président Biya, ce qui n'est pas le cas de l'Église catholique, au Cameroun même. Alors vous, qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui, ce 7e mandat d'un président qui a déjà fait près de 35 ans au pouvoir? Bon, vous savez que le Cameroun est un pays particulier. Il faut toujours situer les choses dans leur contexte. C'est l'un des rares pays avec le Gabon où le parti qui a conduit le pays à l'indépendance, c'est le même parti qui continue à diriger jusqu'à aujourd'hui. Mais au-delà de tout, c'est la question des règles démocratiques telles que nous les concevons. Parce que, bien sûr, c'est toujours un problème quand on parle des observateurs nationaux, internationaux. Là n'est pas le problème, parce que lorsque vous venez observer, l'observation électorale obéit à des principes. On établit, ce sont des règles qui sont préétablies. Vous arrivez, vous dites est-ce que, oui, oui, oui. Mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce que les règles démocratiques sont respectées et sont les mêmes, sont équitables pour toutes les forces en présence. Est-ce que c'est le cas? C'est là où l'appréciation, il n'y a que les acteurs internes qui peuvent répondre à cette question. Deuxièmement, le problème, comment la transmission des résultats est faite. Qui suit cette transmission jusqu'à la proclamation? C'est véritablement ça. Parce que vous savez qu'au Cameroun, le RDPC, c'est comme un parti État. C'est tout l'État. C'est tout l'État. Et là, est-ce que dans ce contexte, on peut parler de pluralisme démocratique? C'est là où il y a le problème. Et l'incongruité camerounaise, c'est lorsque vous entendez ou vous écoutez les intellectuels camerounais débattre de la politique des autres pays. Et lorsque vous les voyez débattre de leur politique intérieure, c'est là où vous vous demandez, mais comment on peut se retrouver dans des doubles phases? Suivez les chaînes camerounaises débattre sur la crise ivoirienne ou sur l'insurrection au Burkina Faso. Mais suivez les débats sur la réélection de M. Paul Biya. Mais vous vous demandez si c'est les mêmes intellectuels. M. Tankwano, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci encore d'être passé sur le plateau de Sur la Brèche. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce soir pour votre émission Sur la Brèche. Merci pour votre attention. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro.